Chers élèves de 5e, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre le cours sur les campagnes médiévales. Alors avant les vacances, nous étions quittés donc sur une première activité autour des campagnes dans l'Occident médiéval. Hein. Et suite à cette activité, vous aviez une trace écrite à réaliser en début de semaine. Celle-ci donc. Je vous propose donc de vérifier vos réponses et prendre la correction ensemble avant de passer sur la nouvelle activité. Alors, eh bien, entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y a une évolution dans les campagnes. Ce que nous avons constaté ensemble dans un premier temps, c'est que le nombre d'habitants, eh bien, en Europe, il a triplé entre le Xe siècle et le XIVe siècle, entre donc 900 et 1300. Cette augmentation de la population, elle a poussé les hommes à pratiquer ce qu'on appelle le défrichement. D'accord? Si on y revient, le défrichement c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, vous voyez ici, hein, on a de moins en moins de végétation et de forêt, puisque les hommes, eh bien, ils ont défriché. C'est-à-dire qu'ils se sont servis dans la nature pour soit construire de nouveaux villages, soit pour au contraire faire de la place pour avoir plus de terres agricoles. S'il y a des défrichements, ça veut dire que la population, elle a augmenté. Et donc comme cette population augmente, eh bien, il faut construire de nouveaux villages, cultiver de nouvelles terres pour nourrir la population. Enfin, c'est une période aussi dans laquelle nous avions vu que de nouveaux outils apparaissaient, qui ont facilité donc le travail des sols pour les paysans, notamment avec l'apparition de la charrue et de la faucille. Et enfin, une invention majeure, du moins une évolution majeure, c'est le passage de l'assolement biennal à l'assolement triennal. Je vous ai remis donc le schéma sur cet assolement triennal. Effectivement, on voit bien que les terres sont divisées en 3 parties et donc sur 3 ans. Rappelez-vous, c'est un système qui tourne puisque ce qu'on cultive ici la première année se retrouvera ici la deuxième année et ici la troisième année. Le but, c'est qu'on ne cultive jamais la même chose en 3 ans, au même endroit, pour que la terre se renouvelle, dans le but que les terres restent fertiles. Donc les définitions qui manquent ici, hein, c'est tout simplement le défrichement et l'assolement triennal. Voilà, je vous laisse quelques secondes pour prendre la correction avant de passer à la prochaine activité. Alors aujourd'hui, nous sommes en présence d'un document très important, puisqu'il s'agit d'un document datant de 1238, donc au XIIIe siècle, au Moyen-Âge. Ce document, comment on sait qu'il est authentique? Eh bien aujourd'hui, on peut le retrouver dans les archives des Hauts-de-France, dans le Pas-de-Calais. Les historiens ont fait un travail de recherche et on s'aperçoit ici qu'il y a des écritures. En fait, il s'agit du latin. Et donc, en traduisant ce qui était inscrit ici, on s'aperçoit en fait qu'il s'agissait d'une seigneurie, la seigneurie de Vim. Alors, la seigneurie, c'est l'endroit où habite le seigneur et donc toutes les terres qu'il possède. Et Vim, c'est tout simplement le lieu de ce village. Alors, ce document s'intitule Le cartulaire de la seigneurie de Vim. Alors, c'est quoi un cartulaire? Eh bien, un cartulaire, en fait, on pourrait traduire ça par le mot plan. C'est tout simplement un plan en 2 dimensions qui, grâce au dessin, eh bien, nous permettent de comprendre comment étaient organisées les campagnes. Et donc, vous l'aurez compris, ce cartulaire, aujourd'hui, il va nous servir, puisque grâce à ce document authentique du XIIIe siècle, eh bien, nous allons comprendre comment fonctionnaient les campagnes et quel était le rôle du seigneur dans sa seigneurie. Alors, voici l'activité du jour. Je vous ai bien remis donc ce cartulaire de la seigneurie de Vim, sauf que des petits rectangles sont apparus. Vous doutez bien qu'il va falloir venir trouver et nommer les éléments manquants. Chaque dessin représente en réalité un lieu. Alors, vous allez possiblement en deviner certains, mais il y en a que vous n'allez pas pouvoir trouver. Ainsi, pour vous aider, vous avez un petit point vocabulaire ici et un tableau que nous allons analyser ensemble. Alors, si c'est pas très net, là je suis à 100%, vous pouvez zoomer. D'accord? Ça sera un peu plus net. Donc, voici quelques éléments d'explication, puisque au Moyen-Âge, il y a un vocabulaire spécifique qu'il faut connaître. Donc, une seigneurie. Seigneurie, hein, c'est tout ça. Elle est composée de ce qu'on appelle une réserve. Alors, la réserve, qu'est-ce que c'est? Et donc, ce sont des terres qui appartiennent aux seigneurs, et à certains moments de l'année, les paysans viennent cultiver ces terres gratuitement. Ça veut dire qu'ils ne sont pas rémunérés par le seigneur et qu'ils ne pourront rien récolter. C'est ce qu'on appelle les corvées. Je vous donne un exemple aujourd'hui plutôt logique. Vos parents vont vous demander de vider le lave-vaisselle. C'est une corvée. Vous n'allez pas être rémunéré pour le faire. Vous y gagnerez rien, mais vous allez devoir le faire.
Eh bien à l'époque, pour les paysans c'est pareil. Le seigneur demande aux paysans de venir cultiver ses terres pour lui. Et les paysans ne gagneront rien. Enfin, on trouve également d'autres terres qu'on appellera cette fois les tenures. Ce sont encore des terres qui appartiennent au seigneur, mais les paysans louent cette terre. Ça veut dire que les paysans vont pouvoir cultiver la terre, récupérer une partie, mais ils vont devoir la louer. C'est-à-dire qu'ils vont devoir payer, soit en argent, soit en nature, la location de ces terres. Donc en argent, c'est facile, on verse une partie de ce qu'on possède au seigneur, et si on n'a pas d'argent, eh bien, on donnera une partie de ce qu'on a cultivé au seigneur. D'accord? Et enfin, on va trouver un troisième type de terre, ce qu'on appellera les communaux. Eh bien, ce sont tout simplement des prairies qui sont gracieusement laissées aux paysans pour que le bétail eh bien, puisse aller dans les prairies. C'est ce qu'on appelle paître. Donc finalement, la seigneurie, c'est un ensemble de plusieurs terres, et ces terres, elles ont un usage différent. Il y a vraiment celles qui appartiennent vraiment au seigneur, et sur lesquelles les paysans ne retireront rien. Il y a les tenures qui vont être cultivées, et dont une partie sera pour les paysans, et les communaux donc qui sont laissés aux paysans pour les bêtes. D'accord? Voilà donc quelques éléments de définition pour clarifier un petit peu le vocabulaire de cette époque. Alors, ce qui va surtout vous servir, c'est ce tableau. Vous voyez que y a trois lignes, une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne. Moi, j'en ai déjà complété deux. Je vous ai déjà mis les espaces de la seigneurie à trouver. D'accord? Donc, ils sont tous ici. Je vous ai également mis la description de ces espaces. Par exemple, pour le premier, ce qu'on recherche ici, c'est la résidence du seigneur, de sa famille et de sa cour. En gros, comment s'appelle ce lieu. Et donc, vous allez devoir compléter ce tableau. Donc, c'est la première étape qui est ici. Replace dans le tableau les mots suivants. Moulin, tenure, bois, village, réserve, communaux, château du seigneur, le gibet et l'église. Et donc, tous les mots qui sont ici, vous allez devoir les replacer dans une des cases correspondantes. Et donc, pour vous aider, vous avez bien évidemment le dessin du cartulaire, et puis la description qui en est faite. D'accord? Alors, il y a peut-être un mot qui va vous poser problème, c'est le gibet. Je vais vous montrer un très célèbre gibet qui existait au Moyen-Âge, qui s'appelle le gibet de Montfaucon. Alors le gibet de Montfaucon, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement un endroit, un lieu où le seigneur ou le roi exerce sa justice. Et donc à l'époque, comment on exerce sa justice? Eh bien quand on condamne quelqu'un, bien souvent il est condamné à la pendaison. Vous voyez ici, il y a des pendus sur chacun des documents. Nous allons y revenir après. Alors ce gibet de Montfaucon, en fait aujourd'hui il n'existe plus, mais il faut savoir que c'était un des plus célèbres gibets de France, puisque c'était le gibet des rois de France qui se trouvait à Paris. D'accord? Donc ce lieu de justice, là, se trouvait à Paris, et donc c'était le lieu d'exercice de la justice du roi de France. On le voit ici, comment on reconnaît le roi de France? Eh bien, à la couronne déjà, et puis la présence des fleurs de lys donc sur fond bleu. Et donc ici vous avez plusieurs documents, un document d'époque, ici une reconstitution 3D, et puis enfin ici donc une gravure. On constate que sur les trois documents, c'est toujours la même chose qui revient, c'est la présence de la mort, et donc de la pendaison des gens qui ont été condamnés à mort. Alors vous allez me dire, oui c'est barbare, eh bien oui, nous sommes au Moyen-Âge, et donc la pendaison, c'est la condamnation à mort qui est le plus répandue. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi on condamne les gens? Eh bien pour toutes sortes de choses. Je vais prendre deux exemples. Par exemple, si vous avez volé à plusieurs reprises, eh bien vous êtes condamné au gibet. Et puis dans les campagnes, si par exemple vous avez chassé dans les bois du Seigneur, eh bien pareil, on peut appliquer la justice, et donc vous pouvez être condamné au gibet parce que vous avez braconné et chassé sur les terres du Seigneur. Voilà un petit peu pour vous éclaircir sur le mot gibet. Et donc si on reprend notre activité, vous voyez bien que le gibet ici il sera à placer quelque part donc dans ce cartulaire de Vimy. Ok? Une fois que vous aurez complété ce tableau, si vous avez retrouvé les différents mots qui sont présents ici, eh bien il va falloir les replacer sur ce cartulaire, sauf qu'il va falloir soit venir les écrire en rouge, soit en vert. Pourquoi? Eh bien, je vous demande tout simplement de mettre en rouge les lieux qui appartiennent au seigneur, et en vert, les lieux qui appartiennent aux paysans. D'accord?
Et donc à la fin, on fera le bilan, finalement, y a-t-il plus de vert? Y a-t-il plus de lieux qui appartiennent aux paysans? Ou alors, est-ce qu'il y a plus de rouge? Y a-t-il plus de lieux qui appartiennent aux seigneurs? Voici donc l'objectif de cette activité, ça va être de déjà délimiter les différents lieux d'une seigneurie, comprendre comment ça fonctionne, et ensuite de voir à qui appartient vraiment tout ça. Donc comme d'habitude, pour venir remplir le document, vous allez utiliser l'outil remplir et signer, hop, et puis donc vous allez venir directement écrire dans les endroits qui correspondent, toujours en choisissant la couleur, par exemple ici je sais pas, au hasard, je vais mettre, allez, église, bon bah vous écrirez église en vert par exemple, d'accord? Voilà, donc je vous souhaite bon courage. N'oubliez pas de me rendre l'activité par mail, vous pouvez me la renvoyer au format PDF ou par photographie, comme d'habitude. D'accord? Bon courage à toutes et tous, et je vous dis à très bientôt.